Merci d'être venu en nombre. Cela signifie que peut-être la vitalité de la vie, enfin la vitalité recommence après des périodes plus contraintes. Et Opéra Mundi est donc très heureux de vous recevoir ici à la bibliothèque de l'Alcazar, avec laquelle le département Société et la division Sciences, nous travaillons depuis 2016, depuis le début de l'année 2016. Et Opéra Mundi, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, organise des cycles de conférences et des ateliers pluridisciplinaires à Marseille et au niveau métropolitain. Nous partons des questions écologiques pour revisiter toutes les questions de notre époque. Notre saison a démarré, chaque année vous avez une saison différente. Notre nouvelle saison, pensée à partir du paysage, a démarré en octobre 2021, et de conférence en conférence, nous passons de jalon en jalon, comme les parties d'un sommaire, pour visiter une question avec des scientifiques, des chercheurs, des auteurs de disciplines différentes. Le public est un acteur important dans nos conférences. C'est pour cela que nous ne prenons pas de questions en fin de conférence, mais nous invitons le public, après l'heure de conférence, à se trouver juste à l'extérieur de la salle. Nous vous offrons un coup à boire, et ensuite nous commençons une conversation sonore modérée en présence du conférencier. Nous sommes aujourd'hui donc très heureux de recevoir Philippe Descola, anthropologue dont l'approche interdisciplinaire lui a valu une renommée internationale. Il est professeur émérite au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, avec laquelle nous sommes en partenariat. Et il a médaille d'or du CNRS. Il a publié de nombreux livres traduits en plusieurs langues. Pour vous en citer quelques-uns, vous aurez la librairie L'Odeur du Temps qui organise une table de librairie en fin de conférence. Mais pour vous en citer quand même quelques-uns, vous avez de manière, selon un crescendo, on va dire, de difficulté. Vous avez un récit sur ces 3 années de terrain avec la tribu des Givaro-Hachouars, qui s'intitule Les Lances du Crépuscule, aux éditions Plomb, un entretien avec le philosophe Pierre Charbonnier, qui vient de publier un livre intéressant aux éditions de la Découverte. Cet entretien s'intitule La composition des mondes, aux éditions Flammarion. Un livre central qui s'appelle Par de la nature et culture, aux éditions Gallimard. Et son dernier livre a été publié à la fin de l'année 2021. Et il développe ces 4 ontologies qui seront peut-être évoquées lors de la conférence dans l'étude de l'image et de ses fonctions. Et il s'intitule Les formes du visible, aux éditions du Seuil. Philippe Descola est arrivé avec Anne-Christine Taylor hier par le train, et nous sommes allés directement au lycée Thiers, où il a donné une conférence exigeante sur son parcours à une classe de terminale et 2 classes de prépa, enrichie de nombreuses questions qui ont été posées par les terminales et les élèves des prépas, des questions fort pertinentes. Et c'est ce que l'on apprécie aussi, c'est aussi s'adresser au jeune public, qui nous semble important pour les années à venir. Et enfin, la saison pensée à partir du paysage a été lancée, comme je vous le disais, en octobre 2021. On a fait une conversation marché avec Jean-Marc Besse sur les Hauts-de-Vitrolles, avec un petit groupe. Et Jean-Marc Besse a proposé une carte blanche, c'était la carte blanche inaugurale de cette saison. Jean-Marc est philosophe et directeur d'études à l'EHESS. Il a donc un lien avec Philippe Descola. Il travaille sur la notion de paysage depuis de très nombreuses années. Il a publié un livre aux éditions Marseillaises Parenthèse en 2018 qui s'intitule La nécessité du paysage. Je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Oui, merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste quelques mots
Juste quelques mots pour rappeler l'esprit de ce cycle de conférences. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Descola. Vous voyez, le titre, c'est « Penser à partir du paysage », penser et agir à partir du paysage. En fait, le point de départ et l'esprit de cette série de conférences était à peu près le suivant. Il s'agirait pas forcément d'envisager le paysage comme un objet à contempler comme un spectacle ou un objet à exploiter comme un ensemble de ressources, mais plutôt comme un principe pour l'action, un principe pour la pensée. Et avec cette hypothèse, ou en tout cas cette interrogation, que se passerait-il pour nos manières de voir les réalités qui nous entourent, pour nos manières de les transformer, par exemple dans l'aménagement des villes et des territoires, que se passerait-il si nous décidions de considérer le paysage donc comme un principe et pas simplement comme un élément, on va dire, éventuellement secondaire ou peut-être inutile ou décoratif. Que se passerait-il donc si, au fond, nous considérions dans nos pensées et nos actions que le paysage est un élément essentiel de nos relations au monde qui nous entoure, parce qu'il en constitue un cadre tout à fait nécessaire. Je ne peux pas m'empêcher, si vous le permettez, d'évoquer la situation tragique que nous sommes en train de connaître en Europe. Les guerres, nous connaissons celle-ci en Europe, il y en a eu d'autres récemment au Proche-Orient. Elle se caractérise aussi par une volonté d'effacement des paysages. Une volonté d'effacement des paysages parce qu'il s'agit tout simplement d'effacer les cadres les plus significatifs de l'existence collective. Ça fait partie aussi de nos interrogations lorsque nous voulons réfléchir sur le paysage. Alors, nous avons le plaisir donc d'accueillir Philippe Descola aujourd'hui. Philippe avait, il y a une petite dizaine d'années, consacré 3 années de cours à la question du paysage, dans un cours intitulé les formes du paysage. Et dans ce cours, il s'agissait de partir de 3 questions, que je rappelle rapidement. À quoi faisons-nous référence lorsque nous parlons de paysage, lorsque nous utilisons le terme de paysage? Est-ce que ce terme, deuxième question, est-ce que ce terme qui est quand même caractéristique d'un nombre restreint finalement de civilisations dites paysagères, enfin, du moins c'est comme ça qu'on le reçoit, les civilisations européennes et extrême-orientales, est-ce que ce terme de paysage peut finalement être étendu et appliqué à d'autres ères civilisationnelles, si l'on veut? Et puis, troisième question, est-ce qu'il serait possible, dans ce cas, de dégager quelque chose comme un schème commun qui permettrait de rendre compte, de façon générale, des opérations paysagères? Et dans ce cours, Philippe Descola a proposé un concept qu'il a fait travailler dans des enquêtes extrêmement riches sur les jardins, sur les systèmes hydrauliques, sur les forêts, dans des enquêtes en anthropologue, si je peux dire. Il a fait travailler un concept tout à fait important et qui, à mon avis, dira peut-être beaucoup de choses ou résonnera beaucoup auprès des étudiants en architecture et paysage qui sont présents nombreux dans cette salle, qui est le concept de transfiguration, dont il rappellera peut-être le contenu, qui est un concept qui est véritablement une proposition majeure, qui, j'imagine, il développera dans un prochain livre que nous espérons lire prochainement, justement. Merci Philippe, je te donne la parole. Bonjour à tous et merci Jean-Marc pour cette présentation qui est extrêmement pertinente parce que c'est justement de cela dont je vais parler. Nous ne nous en étions pas entretenus auparavant. Vous avez compris que je suis anthropologue et c'est donc en anthropologue que je m'intéresse au paysage. Et je suis un anthropologue qui est spécialiste des sociétés dont on a l'habitude de dire qu'elles n'ont pas un concept de paysage, une représentation du paysage, parce qu'elles n'ont pas en particulier de termes
pour désigner cette notion qu'elles n'ont pas dans leur tradition picturale de figuration paysagère, et que leur littérature orale ne s'intéresse pas à la célébration des beautés de la nature. Ces absences, et c'est effectivement la question que je posais dans cette série de cours au Collège de France, ces absences sont-elles suffisantes pour décréter l'absence de représentation paysagère dans une société, ou bien faut-il généraliser cette notion de paysage au-delà de ses acceptions ordinaires, classiques, en Occident et, comme l'a rappelé Jean-Marc, en Extrême-Orient. Ces questions se posent à moi depuis très longtemps, puisque avant de faire cette série de cours au Collège de France, j'avais fait un séminaire, plusieurs années de séminaire, 2 années de séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales, il y a au moins plus de 20 ans, 30 ans peut-être maintenant. Et cette question, à vrai dire, elle est née d'une expérience ethnographique, comme souvent les propositions anthropologiques que des chercheurs avancent au fil de leur carrière, naissent de questions qui sont nées de circonstances tout à fait spécifiques au cours d'une expérience de terrain. Et j'ai eu au cours de cette expérience de terrain que Jean-Marc Bess a rappelé, chez les Achuar en Haute-Amazonie, il y a eu un petit incident qui m'a beaucoup invité à réfléchir sur ce qu'est la notion de paysage. L'épisode se situe en 1977, au cours d'une visite que ma compagne et ethnologue Anne-Christine Taylor, auquel il a été fait référence tout à l'heure, et moi, une visite que nous faisions à un village d'Indiens Achuar, donc en Amazonie, à la frontière de l'Équateur et du Pérou. Au terme de 2 jours de marche, nous venions d'un autre village, enfin un village c'est beaucoup dire, un petit hameau, un ensemble de maisons, dans une forêt très dense. Et je vais relater littéralement cet épisode tel que je l'ai décrit dans l'un de mes livres, le premier dans l'échelle de difficulté que mentionnait Éric tout à l'heure, effectivement, Les Lances du crépuscule, qui est un livre que j'ai publié dans la collection Terre humaine, de façon, en me citant non pas par goût narcissique de répéter ce que j'ai déjà écrit, mais de façon à ce que vous puissiez voir véritablement la dimension littéraire que je donnais à cet incident à l'époque, c'est-à-dire il y a presque 30 ans maintenant. Donc je cite cet épisode. Au sortir du marigot, il nous fallut encore gravir un bourrelet escarpé dont nous suivîmes quelque temps la ligne de crête avant de dévaler l'autre versant par une coulée glissante à flanc de falaise. Et soudain, ce fut l'illumination. Par une trouée de lumière, nous découvrîmes un paysage sans fin, parfaitement horizontal et paisible. C'était la plaine du Pastassa, découpée par les entrelacs des bras morts et des chenaux, en un chapelet d'îles basses que bordaient des plages de galets gris. Sur les plus vastes des langues de terre sablonneuses isolées par les caprices du fleuve, croissaient des taillis de bambous géants et des bosquets de balisiers, refuges jacassants de myriades de pluviers, hôtes perchés sur leurs pattes grêles, des aigrettes blanches déambulaient à la lisière des eaux calmes, indifférentes à notre présence. Ébaubi par cette scène édénique, qui contrastait tant avec la touffeur darwinienne du marais, je ne savais plus où porter mon regard, subitement débordé par un ciel immense que traversait une caravane de nuages pommelés. Le grondement lointain du fleuve ajoutait à l'ampleur du spectacle en agrandissant l'horizon de sa respiration puissante. Pour mesurer mon émotion, il faut comprendre que notre univers était confiné depuis des mois à des clairières implacablement closes par une végétation verticale,
sans échappée ni ligne de fuite, le firmament réduit à une fenêtre minuscule, trop tôt occultée par la tombée de la nuit. Quelques pas à travers les jardins, et nous étions happés déjà par une pénombre sous-marine, continue comme un châtiment éternel. Ça, c'est le Pastassa. Même les... donc là, c'est le Pastassa, pas très loin de l'endroit, mais vu d'avion, pas très loin de l'endroit où nous étions au bord, une autre image du Pastassa qui correspond un peu aux descriptions que je viens de faire. Et là, c'est la forêt touffue que nous avions traversée pour parvenir jusqu'au bord du fleuve. Et je poursuis, même les Indiens paraissaient heureux d'émerger enfin de l'interminable tunnel verdâtre, bon, c'est ça, où nous progressions depuis 2 jours. Ils s'assirent quelque temps sur les galets pour contempler en silence la vision majestueuse du grand fleuve. Fixant d'un œil rêveur la mince ligne verte qui signalait la reprise de la forêt sur l'autre rive, Ouattari prononça un laconique « c'est beau », seul jugement esthétique que je l'ai jamais entendu faire sur un paysage. Est-ce qu'il s'agit d'un jugement esthétique? C'est ça le problème. Je le croyais à l'époque. Je le croyais parce que j'étais saisi par l'émotion de tout d'un coup découvrir un paysage avec un horizon. Mais j'en doute fort à présent. Et l'expression que j'ai traduite par « c'est beau », Pingaraiti, peut aussi se traduire par « c'est bien ». En Achuar, comme en bien d'autres langues, le bien, le beau, ce qui convient, etc., sont synonymes. On pouvait donc tout aussi bien interpréter la remarque de mon compagnon comme l'expression d'une satisfaction d'être arrivé à bon port, d'avoir l'occasion de se reposer un moment, en attendant qu'arrivent les pirogues qui devaient nous faire traverser le fleuve, d'autant que, comme je le mentionne, nous venions de passer plusieurs heures harassantes à marcher dans un grand marais immergé jusqu'aux cuisses, dans de l'eau avec ce caractère spongieux de la marche dans les marais, que certains d'entre vous connaissent peut-être, où on a l'impression à chaque pas d'être aspiré vers le fond. Et donc, Ouattari n'avait jamais prononcé, je l'ai dit dans ce texte, d'autres jugements esthétiques que celui-là, et c'est bien normal, puisque, au fond, avec le temps, je me dis que ce jugement que j'interprétais comme un jugement esthétique n'en était pas un. Du moins, c'est ainsi qu'à présent, j'interprète sa formule. Mais mon erreur était compréhensible. Mon erreur était compréhensible parce que, comme je l'ai écrit, avant d'arriver sur les berges du Pastassa, j'avais été pendant plusieurs mois sevré d'horizons, de panoramas, de vues grandioses. Nous habitions dans les maisons de la forêt interfluviale, sans ligne de fuite, enserrés de toutes parts par la muraille de la forêt. Et voilà que tout à coup, je retrouvais un spectacle presque familier, un paysage, justement, tel que j'en avais vu tant dans les tableaux et tel que j'avais appris ainsi à les regarder dans la nature avec les lunettes d'un amateur d'art. J'avais même vu ce même paysage, à peu près, dans une lithographie accompagnant un récit de voyage sur le Haut-Pastassa. C'est un dessin de Slom qui représente un peu plus en amont, au fond, la vallée du Pastassa, telle que je l'avais découverte, que je connaissais auparavant. Je connaissais aussi les tableaux de Frans Post, qui est le peintre hollandais qui accompagnait le gouverneur Jean-Maurice de Nassau au Brésil, dans les possessions hollandaises du Brésil, du littoral du Brésil, le peintre Frans Post, qui fut le premier
à peindre des paysages in situ du Nouveau Monde. Voilà un par exemple. Donc c'est un paysage qui est assez intéressant parce qu'au fond c'est quasiment une marine hollandaise, sauf qu'il y a un capybara au premier plan et un arbre qui n'est pas tellement familier du littoral de la Frise. Donc il avait transposé, Post, dans plusieurs de ses tableaux, la tradition des marines développée aux Pays-Bas au grand ciel des tropiques. Je connaissais aussi les œuvres des grands paysagistes américains de la Hudson River School, et parmi eux, tout particulièrement, des tableaux de Frederick Edwin Church, dont une partie de l'œuvre évoquait, avec beaucoup de licence poétique, faut-il dire, les Andes et le Piémont de l'Équateur, puisqu'il avait beaucoup voyagé dans cette région. C'est en particulier le cas de cette vue en très grande partie imaginaire du volcan Cotopaxi, vu depuis les contreforts amazoniens des Andes. Je vous précise de dire, il n'y a aucun endroit où on voit ce genre de paysage, c'est une composition. Mais ça permet d'étager en forme différents étages, différents niveaux écologiques, depuis le bas du piémont amazonien jusqu'au Cotopaxi. Donc, je disposais de tout l'équipement mental et perceptif nécessaire pour reconnaître dans la vue du Pastaza un paysage. Une ligne d'horizon clairement visible, une succession de plans nettement contrastés par leurs couleurs, des sujets animaux artistement disposés à différentes échelles dans différents plans, un ciel nuageux occupant les 2/3 de l'espace. Et sans être jamais allé auparavant sur le rivage du Pastaza, j'avais au fond déjà vu et aimé ce spectacle à maintes reprises, mais mon compagnon Achuar, Ouattari, n'était pas dans ce cas. Lui ne l'avait jamais vu, ce paysage, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et il continuait à ne pas le voir, même si les berges de ce fleuve lui étaient autrement plus familières qu'elles ne l'étaient pour moi. Alors qu'est-ce qu'il voyait, lui, au juste ? Je ne peux pas le dire avec assurance, parce que personne ne peut entrer dans l'appareil perceptif d'autrui, dans la façon dont il est façonné par un symbolisme et une éducation culturelle. Donc on ne peut voir que ce que les gens représentent. C'est l'une des raisons pour lesquelles suis consacré à ce livre qu'on a évoqué tout à l'heure, Les formes du visible, parce qu'on ne peut voir ce que voient les autres qu'à partir du moment où les autres essayent de montrer ce qu'ils voient dans des images. Alors, ce qu'ils voyaient sans doute, c'était d'abord l'état du fleuve. Le Pastaza étant sujet à des variations brutales de niveau qui font apparaître ou disparaître des bancs, des chenaux navigables et des hauts fonds avec tout leur cortège d'embûches. Ils connaissaient bien cette physionomie changeante et contrastait sans doute, comme nous étions, et constatait, sans doute que comme nous étions en période de basse eau, la traversée que nous allions faire pour aller dans un village Achuar de l'autre côté du fleuve serait sans danger. Ils se remémoraient aussi peut-être des événements qui s'étaient déroulés sur les berges du fleuve et qui, pour être ces berges presque totalement dépourvues de présence humaine, n'en étaient pas moins peuplées dans ses souvenirs par une multitude de rencontres avec d'autres Achuars, parfois violentes. Et il me raconta plus tard une anecdote d'une escarmouche qui s'était déroulée sur une plage quelque temps auparavant, un peu en amont, parce que c'est une société qui à l'époque était encore assez belliqueuse, mais aussi il se remémorait sans doute des animaux qu'il avait vus, des esprits, des fantômes des morts, etc. Il voyait donc de nombreuses choses que moi je ne voyais pas. Mais ce dont je peux être à peu près sûr maintenant, c'est qu'il ne voyait pas ce que je voyais, c'est-à-dire un paysage de bord de fleuve,
qu'aurait pu peindre un Post ou un Van Goyen, et qui me plaisait justement parce qu'il me proposait enfin un spectacle familier, après des mois d'immersion dans le tohu-bohu végétal de la forêt d'Interfluve, qu'aucun peintre d'ailleurs, ou très peu en tout cas, n'ont jamais réussi à rendre avec vraisemblance, à l'exception peut-être du douanier Rousseau, mais qui, comme il peignait les serres d'Auteuil, le faisait peut-être avec plus de facilité. Donc en matière de paysage, comme pour d'autres objets qui sont offerts à notre perception, on ne voit que ce que l'on a appris à regarder. C'est un constat classique qui est nourri par l'histoire de l'art et qui nous enseigne que l'habitude de discerner un paysage dans ce qui nous environne vient de ce que l'on a appris à regarder certains sites comme des paysages, notamment grâce à l'éducation de l'œil, par la peinture et maintenant par la photographie ou le cinéma. Mais cette définition, qui est surtout historique, du paysage est-elle suffisante pour épuiser les significations et usages potentiels de cette notion de paysage, ou bien peut-on utiliser cette notion de façon anthropologiquement productive en la détachant de son support esthétique, c'est-à-dire en s'interrogeant sur l'existence de formes de perception paysagère ailleurs qu'en Europe et qu'en Extrême-Orient, c'est-à-dire dans des cultures où n'existe aucune tradition de figuration des lieux. C'est ce à quoi je vais consacrer cette conférence. Et afin de répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur ce que le terme paysage recouvre ordinairement, afin d'écarter certaines acceptions de la notion qui me paraissent peu productives, comme anthropologue en tout cas, en ce qu'elles empêchent tout usage anthropologique dans des comparaisons fécondes. Deux de ces acceptions en particulier conduisent, me semble-t-il en tout cas, à une impasse. La première acception, que l'on peut appeler extensionniste, se démarque de la signification purement picturale du paysage pour l'envisager dans un sens très englobant, qui n'a plus guère de rapport avec sa définition spécialisée telle qu'elle s'est construite en Europe à partir de la Renaissance, avec deux filiations différentes, le paysage, paesaggio, paesaje, etc., tout ce qui est dérivé du pays, et ensuite, et en même temps, landscape, Landschaft, etc., donc dans les traditions des langues germaniques à partir de Land. C'est un problème compliqué sur lequel je ne vais pas revenir, mais à un certain moment, ces deux lignées étymologiques se rejoignent pour désigner quelque chose qui est de l'ordre de la représentation esthétique des lieux. Cette universalisation, donc cette conception extensionniste du paysage, elle peut s'opérer de différentes façons. La plus commune dans les sciences sociales considère le paysage comme, au fond, résultant du travail humain sur les milieux. C'est un phénomène objectif qui peut être étudié partout en suivant la voie ouverte par la géographie humaine, disons à partir de Humboldt, le premier grand géographe. Cet usage, me semble-t-il, qui est sans doute le plus commun, ne retient rien d'intéressant des dénotations initiales du terme paysage comme une tradition de représentation, de figuration des lieux, et elle impose en outre, et c'est ça qui me gêne tout particulièrement, une conception dualiste de l'environnement. On aurait un substrat physique qui est socialisé par des actions humaines, et donc une nature autonome qui devient un paysage du fait de son façonnement par les humains. Et cette notion, elle fait évidemment violence à la manière dont la plupart des civilisations hors de l'Europe appréhendent
les lieux qu'elles habitent. Une deuxième forme d'universalisation de la notion de paysage, c'est celle qui prend le terme dans son acception la plus lâche, c'est-à-dire comme l'espace appréhendé par un sujet. Et comme tout humain a une appréhension subjective de l'espace, qui est liée à sa biographie, aux événements qu'il a traversés, au contexte culturel d'où il provient, etc., il en résulte évidemment qu'il y a autant de paysages que d'individus, de sorte que l'on ne peut plus dire grand-chose du paysage en général. Donc ces deux façons communes de rompre avec l'acception conventionnelle du paysage ne sont pas productives sur le plan anthropologique. Pourquoi ? Soit parce qu'elles ne respectent pas l'originalité de la notion initiale telle qu'elle s'est originellement développée en Europe, soit au contraire parce qu'elles ne respectent pas les particularités des sociétés non européennes auxquelles on l'applique. L'autre acception du paysage, que j'appellerais intentionniste par opposition à extensionniste, elle est plus fidèle à la conception du paysage inspirée de l'histoire de l'art, et de ce fait, elle exige des indices, elle demande que l'on produise des indices explicites de présence d'un schème paysager, des mots, des énoncés, des figurations, des créations ou des aménagements de sites, en arguant, avec justesse d'ailleurs, que l'on n'a pas accès autrement à la sensibilité d'autrui, ainsi que nous l'enseigne l'épisode avec lequel j'ai commencé, du pseudo-paysage amazonien. Vrai paysage pour moi, mais pseudo pour mon compagnon Achuar. Mais cette attitude tout à fait raisonnable, elle a l'inconvénient, en proposant des critères a priori, de restreindre d'emblée la notion à son sens le plus traditionnel et donc d'empêcher toute enquête comparative sur le paysage. Autrement dit, la question qui se pose, c'est peut-on laver le paysage du péché d'ethnocentrisme sans le diluer pour autant dans une vague approche subjective de l'espace ou des lieux qui n'aurait ni expression spécifique, ni traduction matérielle. Et c'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai privilégié une troisième voie qui sert de fil conducteur à l'approche du paysage que je développe. Elle repose sur l'idée que si l'on veut exploiter la caractéristique la plus originale de ce à quoi la notion de paysage faisait référence lorsqu'elle est apparue en Europe, cette notion ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, quelle que soit la nature de cette représentation et quel que soit le lieu. Un paysage, c'est d'abord un objet produit ou façonné intentionnellement par des humains afin que, parmi une diversité, une multiplicité d'autres usages possibles, il fonctionne aussi comme un signe iconique tenant lieu d'une réalité différente de celle dont il est la réalisation matérielle. Donc cela exige d'admettre une différence entre les matériaux de la composition, la végétation, le relief, les eaux, les édifices, etc., et le résultat que cette composition produit, que ce soit un jardin ou que ce soit un tableau. Et cette nécessaire distinction, nécessaire à mon sens en tout cas, entre le signe et le référent, permet d'échapper à l'idée vague et pourtant si commune du paysage comme une appréhension subjective des lieux. Mais cela n'implique nullement que l'on suive pour autant certains théoriciens du paysage qui définissent cette opération de représentation comme une esthétisation, c'est-à-dire comme la quête consciente d'un résultat qui plaise au sens.
ni que cette représentation suppose une séparation tranchée entre un substrat physique qui existerait hors de toute conscience d'une part, et une sorte de poiesis culturelle qui donnerait a posteriori une signification à ces lieux. Alors, à quelles conditions cette mise en signe doit-elle satisfaire si l'on veut éviter ces inconvénients? Il me semble qu'il y a 3 conditions impératives. D'abord, il faut que le résultat de l'opération de représentation soit recherché, non le produit fortuit d'une action menée à d'autres fins. Il faut ensuite que cette opération ne soit pas seulement utilitaire, c'est-à-dire à savoir visant l'aménagement ou l'amélioration technique d'un espace productif ou d'un espace défensif ou d'un espace d'habitat. Et il faut enfin qu'au terme de cette opération, il y ait bien conscience par ceux qui l'ont menée, cette opération, d'une différence de nature entre les éléments de l'environnement dont ils disposaient au départ et leur métamorphose dans ce que l'on conviendra d'appeler un paysage. Bref, ni esthétisation, ni grand partage entre nature et culture ne sont ici requis. La représentation qui résulte de l'action paysagère peut être soit actuelle, par exemple une représentation comme un tableau, une peinture de paysage, mais aussi un jardin ou bien une scène miniature, soit simplement potentielle, c'est-à-dire n'exister que comme un schème visuel au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus par le regard comme s'ils étaient des représentations de pays. Mais pour qu'un tel mécanisme soit possible, pour qu'un site quelconque soit perçu et apprécié parce qu'il fonctionne comme une image, il faut que des représentations matérielles ou discursives de paysages préexistent à la perception paysagère de l'environnement et la conditionnent. Autrement dit, un aménagement de l'espace n'est pas un paysage s'il n'y a pas de fonction représentationnelle globale. Cette précision, elle vise à dissiper 2 malentendus. D'abord, il est évident que de nombreux éléments d'un environnement anthropisé ont une fonction de signe social et ont été introduits délibérément à cette fin. Par exemple, les traits saillants d'un paysage bocagé, les haies, les arbres disposés en alignement ou en sujets isolés dans les prés, l'apparence et la dimension des champs et des pâtures, tout ça, ça constitue bien sûr des signes sociaux. Mais ce sont des indices isolés, des indices de la tenure foncière, des indices de la fertilité des sols, des indices du type d'assolement pratiqué, des indices des zones exposées au vent dominant, des circonstances techniques ou imaginaires de la formation du site, etc., et non une représentation globale, complète et idéalisée de ce site en tant que site ou d'autres choses dont dans sa totalité il tient lieu. Pour que tous ces signes disjoints, qui sont des signes sociaux encore une fois, soient réunis dans une représentation complète et idéalisée d'un site, il faut que ce site tout entier, ou d'autres semblables à lui, ait d'abord fonctionné comme signe d'autre chose que lui. Le deuxième point sur lequel il faut insister tient à l'éventuelle dimension esthétique de ces éléments disjoints qui ont été introduits dans un milieu avec une fonction de signe social. L'aménagement d'un espace fonctionnel n'est pas contradictoire avec un souci d'embellissement au coup par coup de certaines de ses composantes. Toutefois, et ce souci ne devrait pas être pris comme une indication d'une visée paysagère générale. D'abord parce que le goût
que beaucoup d'humains manifestent partout, tout autour du monde et à toutes les époques, pour disposer des éléments de leur environnement, notamment végétal, en étant attentifs aux contrastes de formes, de couleurs, aux parfums, aux effets de symétrie, aux effets de rythme, ce goût n'est pas en soi suffisant pour témoigner d'un véritable projet paysager. Ensuite, parce qu'il serait absurde de réduire le paysage à la seule esthétisation de l'environnement. C'est probablement parce que nous percevons dans l'environnement d'un site, dans l'aménagement d'un site, pardon, le projet de traiter une portion d'espace comme un signe, que nous pouvons éventuellement appréhender ce site comme beau, et non pas parce qu'on a voulu faire de lui l'équivalent d'une belle image. Il faut donc associer la notion de paysage moins à des objets constitués, c'est dans le prolongement de ce que disait tout à l'heure Jean-Marc Besse, c'est-à-dire des tableaux, des jardins, des milieux aménagés, qu'au processus même au moyen duquel ces objets sont constitués en paysage, processus que, comme Jean-Marc Besse l'a aussi rappelé tout à l'heure, je définis comme une transfiguration. Qu'est-ce qu'une transfiguration? C'est une métamorphose d'un genre particulier, c'est littéralement un changement de figure, un changement d'apparence délibéré et qui va révéler un schème caché. Et pour retenir une distinction pertinente qui était proposée par Alain Roger dans son court traité du paysage, ce processus de transfiguration peut se réaliser in situ lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un lieu, dont la définition la plus classique est l'art des jardins, ou in visu par l'élaboration d'un schème visuel organisant la figuration concrète et servant de filtre au regard. C'est ce qui m'a permis de voir dans le Pastassa un paysage. Et au terme de sa transformation, de sa transfiguration in situ, de sa figuration picturale ou de sa conversion en schème visuel, le paysage devient donc quelque chose de différent de ce qu'il transfigure, et c'est une différence, et c'est ça qui est important, c'est une différence qui est consciemment perçue par ceux qui la produisent ou qui en sont les témoins. Alors comment repérer des traces de ce processus? Là où il n'existe ni peinture de paysage, ni jardin d'agrément. Il m'a paru qu'il fallait procéder pour ce repérage à un double élargissement. Un élargissement de la transfiguration in situ, afin d'y inclure des créations, des formes de création d'écosystèmes qui s'éloignent des canons de l'art des jardins, et un élargissement de la transfiguration in visu, de façon à y inclure d'autres formes de représentation mimétique du monde que celles qui sont reconnaissables dans la peinture de paysage conventionnelle. Aujourd'hui, vous avouez, c'est un vaste programme, et comme l'a rappelé Jean-Marc Besse, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. Je ne voudrais aborder qu'un petit aspect de ce processus de transfiguration, c'est la transfiguration in situ. Car ce processus de transfiguration in situ va me fournir une sorte de contrepoint à l'anecdote sur le non-paysage amazonien par laquelle j'ai débuté cette conférence. J'y reviendrai dans un moment beaucoup plus longuement, bien sûr, mais pour ce qui est de l'élargissement de la transfiguration in visu à des formes inhabituelles, je voudrais en donner quelques exemples pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est un champ immense, très peu exploré, de la représentation paysagère dans des cultures où l'on ne s'attend pas à la trouver. Et au fond, sa forme la plus visible, c'est la miniaturisation iconique en 3 dimensions.
à côté des jardins en miniature d'Extrême-Orient, dont je rappelle que le début en Chine date du IIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire 7 siècles avant les premières peintures de paysages sur rouleau en Chine. On trouve dans de nombreuses régions du monde des modèles réduits, plus ou moins mimétiques, d'environnement, généralement sous forme d'artefacts. Il s'agit le plus souvent de dispositifs rituels ou à fonction rituelle qui imitent physiquement, de façon plus ou moins allusive, un type d'environnement, un territoire, un site ou la disposition générale du cosmos. Il peut s'agir aussi de jardins, non pas tant miniatures que condensant dans un espace réduit les éléments typiques d'un paysage. Je vais vous en donner quelques exemples avant de passer aux représentations, à la transfiguration in situ. Bon, ça c'est un exemple classique, c'est un brûle-parfum chinois, 2e siècle avant Jésus-Christ, hein, c'est un paysage. Même chose pour même période, enfin non c'est plus tardif, mais même région du monde, c'est un encrier en porcelaine, c'est aussi un paysage. Chose qui est très connue aussi, qui a admirablement été étudiée par Stein dans son livre sur le monde en petit, ce sont les paysages en bassin, qui sont très communs évidemment au Vietnam en particulier. J'ai le plaisir d'en voir beaucoup lors d'un voyage au Vietnam et d'en photographier pas mal. Condensation mimétique du monde, ça c'est une mesa, donc c'est un hôtel Nahua au Mexique, donc c'est une représentation d'une partie du cosmos, mais c'est une figuration mimétique, c'est un signe, hein, un signe iconique. Un peu plus au nord, c'est un hôtel Hopi, c'est un paysage, vous voyez tout en bas, il y a de la terre, il y a des épis de maïs, hein, donc c'est un champ avec en haut une circulation des astres, etc. Donc c'est un petit théâtre représentant, destiné à un rituel. En fait, c'est un théâtre de marionnettes, d'une certaine façon. On fait circuler un serpent en bois en le tirant par une ficelle entre les épis de maïs, etc. Ça, c'est un lieu rituel, Madagascar, qui représente selon Chantal Blanc-Pamart, une géographe spécialiste de Madagascar, qui est une miniaturisation d'une vallée risicole. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas du tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Vous avez ici la vallée. Et donc la vue précédente est une miniaturisation de ce paysage. Alors, ce paysage-là n'est pas un paysage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un paysage pour nous, pour les géographes. En revanche, ça, c'est un paysage parce que c'est une imitation délibérée de ça. Revenons à présent à l'élargissement qui va constituer l'essentiel de ce que je vais dire maintenant, l'élargissement de la transfiguration in situ. Cet élargissement, il peut se faire dans plusieurs directions. Il y en a deux qui me paraissent particulièrement intéressantes. C'est le symbolisme des jardins vivriers et la fonction de cadrage des observatoires. Pour ce qui est des observatoires, là aussi je vais faire une parenthèse parce que je ne vais pas parler de cela, mais je voudrais vous donner une indication de quoi il s'agit. On peut définir un observatoire comme un site où le regard d'un observateur est contraint afin qu'il embrasse un certain spectacle offert à sa vue. Donc il s'agit d'une opération ou d'une disposition qui est à la jonction de la transfiguration in situ, de la transfiguration in visu, puisqu'il s'agit bien d'un lieu aménagé, l'observatoire, même sommairement, afin d'embrasser une vue, mais cette vue devient, du fait du dispositif de cadrage qui l'isole, une sorte d'image qui est presque aussi artificielle qu'une représentation picturale. Je me contenterai d'en donner deux exemples. C'est la fameuse roche sacrée de Machu Picchu, et vous n'aurez aucun mal à voir qu'il s'agit d'une réplique
de la montagne qui est derrière. En réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est la montagne derrière qui est une réplique de la roche. Mais l'observateur, dans un premier temps, ne peut qu'être saisi par la superposition des deux plans. Deuxième exemple très rapide, ce sont des cairns dans le pays Aïd Amran du Maroc. C'est une tribu berbérophone et dans laquelle les pèlerinages à des tombeaux de saints jouent un rôle important. Et ces pèlerinages sont jalonnés par des cairns qui n'ont pas pour fonction d'indiquer la voie, ce ne sont pas des bornes, ce sont des points d'observation qui permettent à chaque instant, lorsqu'on est au pied d'un cairn, de repérer le cairn suivant et donc de reconstituer par la pensée la totalité du pèlerinage. Et donc de se créer par la pensée un itinéraire que l'on a déjà pratiqué et en même temps, à travers cet itinéraire, un paysage imaginaire. Je voudrais maintenant consacrer le temps qui nous reste, et j'espère que il me reste un peu quand même, à la dimension paysagère des jardins vivriers. Bon, on admet en général que les jardins d'agrément constituent une expression authentique de transfiguration in situ qui débouche sur des formes plus ou moins extensives de façonnement paysager. En revanche, on a eu tendance à dédaigner cet aspect dans les jardins de subsistance du fait de leur fonction utilitaire ostensible. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de certains jardins potagers en Europe qui sont à l'évidence marqués par un désir d'ostension paysagère. Je voudrais parler de jardins vivriers dans d'autres régions du monde, et en particulier les jardins de polyculture dans la zone intertropicale. Deux traits techniques font des jardins de polyculture dans la zone intertropicale des lieux singuliers qui se prêtent à la transfiguration. En premier lieu, le mode de défrichement et de préparation des sols, qui est l'essartage, qui consiste à supprimer la couverture végétale spontanée, à brûler les débris et à planter dans le tapis de cendres. Ensuite, la technique de plantation elle-même, qui fait coexister dans une parcelle, à la différence de ce qui nous est familier dans les civilisations céréalicultrices comme la nôtre ou comme l'Afrique ou comme d'autres régions du monde, qui fait coexister donc dans une parcelle un grand nombre d'espèces et de variétés différentes. Ces caractéristiques, elles entraînent deux conséquences. D'une part, elles rendent ostensible le rapport entre la végétation cultivée, la végétation plantée, et le couvert forestier que cette végétation a remplacé. Un rapport qui se prête donc à des jeux d'échelle et à des modulations complexes de la relation entre le spontané et le contrôlé. D'autre part, les contraintes culturelles qui sont propres à la polyculture imposent, comme l'a montré jadis fort bien le grand ethnobotaniste André-Georges Audricourt, impose un traitement individualisé de chaque plan et un savoir local sur la sociologie végétale, c'est-à-dire sur la cohabitation entre espèces. Je voudrais insister sur le premier point, sur l'essartage, et ce qui, à première vue, c'est comme ça que, par exemple, les agronomes coloniaux l'ont vu lorsqu'ils ont été confrontés à des populations qui pratiquaient l'essartage, en Afrique, en Asie, en Indochine en particulier.
ce qui paraît à première vue comme la substitution d'un couvert végétal spontané par un couvert végétal contrôlé, domestiqué par les humains. En réalité, le rapport entre la forêt et le jardin est beaucoup plus complexe que ce qui semble, pour un regard non informé, se réduire à la conquête d'un espace naturel par la civilisation agricole. On devrait d'ailleurs dire horticole dans ce cas-là. Une telle opposition entre le sauvage et le domestique n'a en effet guère de sens dans l'horticulture des sartages, pour deux raisons complémentaires. La première est que la forêt équatoriale, on le sait bien pour l'Amazonie, a été profondément affectée par l'action humaine au cours des millénaires, de sorte qu'elle est en partie anthropogénique. Et d'autre part, la seconde raison, elle tient au fait que le jardin reproduit à une échelle réduite la structure étagée de la forêt. Et c'est une stratification qui, dans le cas du jardin, dans le cas de la forêt bien sûr, mais dans le cas du jardin aussi, diminue les effets destructeurs sur des sols qui sont en général assez médiocres, de l'insolation et du lessivage par les pluies. Donc la distinction entre l'essart de polyculture et la forêt dans laquelle on a défriché cet essart, ce jardin, c'est une distinction extrêmement poreuse. C'est une distinction poreuse pour deux raisons sur lesquelles il faut un peu s'attarder. D'une part, parce que la forêt peut être vue comme un macro-jardin, et là je prends surtout l'exemple de l'Amazonie qui m'est le plus familier. D'autre part, parce que le jardin peut être vu comme une micro-forêt. Un point très bref sur ces deux points, en commençant par l'idée que la forêt est comme un macro-jardin. Donc je m'appuie là-dessus au premier chef sur les travaux d'ethno-écologie et d'ethno-botanique qui sont menés en Amazonie depuis quelques décennies, dont les miens, qui montrent d'une part que la diversité des espèces végétales est à peu près identique dans les parcelles de forêt primaire, c'est-à-dire dans des parcelles qui semblent n'avoir pas été affectées par l'action humaine depuis 2 ou 3 siècles, et dans les parcelles de forêt secondaire anciennes, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 générations. Donc même niveau de biodiversité, mais le point significatif, c'est que les parcelles de forêt primaire et les parcelles de forêt secondaire anciennes qui ont le même niveau de biodiversité, c'est-à-dire le même taux d'espèces différentes par hectare, hein, c'est comme ça qu'on le mesure en général, mais par ailleurs ont une composition floristique différente. Ça, c'est ça qui est absolument fondamental, avec une proportion très élevée dans les parcelles de forêt secondaire anciennes de plantes sylvestres qui donnent des fruits. Alors pourquoi ? C'est tout simple, c'est que en Amazonie en tout cas, et c'est le cas dans d'autres régions du monde aussi, on transplante des espèces sylvestres dans les jardins, et lorsque, après quelques années, on abandonne le jardin, ces espèces sylvestres vont demeurer, contrairement aux espèces cultivées, qui vont être détruites assez rapidement, ou étouffées, si vous voulez, par la colonisation de la forêt de recrue. Et donc, on a de ce fait, au fil des siècles, au fil des millénaires, depuis des 8000 ans à peu près qu'on pratique ce genre d'opération en Amazonie, une densification des plantes sylvestres utiles à l'homme, du fait d'un effet parallèle, si vous voulez, des techniques culturales. Donc, maints exemples, en Amazonie et ailleurs, montrent que des populations autochtones des tropiques perçoivent les formations forestières qu'elles exploitent comme des écosystèmes qui présentent des analogies avec leurs jardins de polyculture. Ce sont des sortes de macro-jardins, même si le processus de fabrication de la forêt comme un macro-jardin n'a pas le caractère délibéré que peut prendre la plantation d'un essart.
Je reviens sur les analogies qu'on a remarquées depuis longtemps entre les sarres de polyculture et la forêt. J'ai parlé de la stratification, il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là encore, on ne peut pas affirmer que les sarres se soient développées comme une imitation consciente de la forêt. Quand les Hatchoirs ouvrent un jardin, ils ne se disent pas « on va faire un modèle réduit de la forêt ». Il se trouve que c'est un modèle réduit de la forêt, il se trouve que ça fonctionne sur le plan écologique comme un système de recyclage des nutriments qui est analogue à celui qui fonctionne dans la forêt, mais il n'y a pas une volonté délibérée de le faire. Donc il existe un continuum structurel entre le jardin et la forêt, puisque l'un et l'autre fonctionnent selon les mêmes principes. Et au fond, ce continuum, il est tout simple, hein, il vient de ce que, au cours de la période de plusieurs millénaires pendant laquelle les horticulteurs ont domestiqué, en Amazonie en particulier, les principales plantes cultivées de la région, ils ont perfectionné des techniques de gestion du végétal qui ne différaient pas dans leurs principes de celles qu'ils employaient dans le maniement des ressources sylvestres. Donc horticulture sur brûlis d'un côté, agroforesterie de l'autre, sont les deux faces d'un même processus de manipulation des plantes, de sorte qu'il devient intéressant d'examiner les rapports d'analogie entre ces deux écosystèmes, analogie que les peuples d'horticulteurs formulent, mais pas comme une imitation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là évidemment que l'on revient à la question du paysage, c'est-à-dire au mécanisme de transfiguration in situ qui font du jardin tropical une image d'autre chose que lui. Et je vais revenir donc maintenant, fermer la boucle, et revenir aux Hatchoirs, pour montrer que si, comme ce que j'ai dit au début à propos de cette anecdote du paysage du Pastaza, si les Hatchoirs ne voient pas nécessairement un paysage comme moi je le vois dans le spectacle d'un grand fleuve, en revanche, ils peuvent très bien percevoir dans leur jardin de subsistance des paysages, ou les voir comme des paysages, si l'on accepte ma définition du paysage comme une transfiguration. En effet, les Hatchoirs perçoivent et traitent la forêt comme un grand jardin. Et ils plantent leur jardin de façon à ce que ces jardins ressemblent, dans leur disposition, dans leur composition, dans leur structure, à des forêts miniatures. Pourquoi est-ce que la forêt prend aux yeux des Hatchoirs l'apparence d'une grande plantation? Ce n'est pas parce qu'ils la cultivent eux-mêmes comme un jardin, mais parce qu'ils savent que leurs activités proprement horticoles, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transplantation d'au moins une quarantaine d'espèces sylvestres dans leur jardin, ces pratiques ont un effet à long terme sur la phytosociologie, la sociologie végétale, si vous voulez, de la forêt dans des zones qui sont régulièrement essartées. Et dans la mesure où cette anthropisation de la forêt, tout en étant visible, n'est pas le produit conscient d'une action planifiée. Encore une fois, ils ne plantent pas des forêts. Ils se rendent compte que par les processus de transplantation, la forêt se transforme. Les Hatchoirs ne la reconnaissent en quelque sorte qu'au second degré, c'est-à-dire que la forêt a bien été plantée de façon intentionnelle, mais par un esprit qui cultive la forêt et qui répond au nom de Shakaim. Donc du fait qu'elle est plantée et entretenue par un esprit, la forêt n'est pas plus un espace sauvage aux yeux des Hatchoirs que ne le sont leurs jardins. Donc vous voyez bien qu'ici, l'opposition entre sauvage et domestique n'a aucun sens. C'est pourquoi il n'est pas difficile pour les Hatchoirs d'envisager ce continuum entre la forêt et le jardin depuis l'un ou l'autre pôle, la forêt ou le jardin, et de voir aussi leur jardin comme des forêts miniatures, c'est-à-dire comme des plantations analogues à celles
de Schackheim, mais dont ils ont, eux, le soin et la responsabilité. La ressemblance est patente, hein, tant du point de vue de la diversité et du mélange des espèces que la structure des étagers de la végétation. Juste quelques images. Hein, ça, c'est une structure classique. Ça, c'est une maisonnée isolée, hein, polygame. Il y a 3 épouses. La maison elle est sur une terrasse à la confluence de 2 rivières. Il reste des morceaux de forêt plus ou moins primaires secondaires, mais très anciennes sur les berges de la confluence. Il y a 3 parcelles qui sont celles de chacune des épouses. Le grand carré, au milieu, c'est la maison. Les maisons n'ont pas vraiment cette forme, qui est plantée de plantes qui sont des plantes de proximité, des plantes pour s'orner, des plantes médicinales, etc. Ça, c'est un jardin de la zone du Pastassa, précisément. Vous voyez, là, c'est une région de sols alluviaux d'origine volcanique, donc c'est une terre très riche ici. Vous voyez au premier plan des papayers, le manioc est quand même la plante un peu omniprésente. Vous voyez, c'est très soigneusement désherbé, hein, pour des raisons qui sont moins techniques que différentes, disons. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps. Ça, c'est une image classique de contraste, hein, de l'intérieur des maisons. Vous voyez les jardins derrière. Les maisons sont ouvertes, sauf en période de guerre où elles sont en clos de fortification. Mais là, vous voyez vraiment le contraste entre le domestique et ce qui est encore domestique, c'est-à-dire le jardin qui est derrière. La récolte du manioc, vous voyez, le manioc est prédomine à peu près 70% de la surface du jardin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la construction, c'est de l'architecture végétale, hein, du jardin, mais ça vous donne quelques idées. Donc, le contraste entre le jardin et la forêt, on l'a vu, ce n'est pas un contraste entre domestique et sauvage. Et lorsque les hachoirs ouvrent un essa, ouvrent un jardin, ils remplacent par des plantations humaines qui imitent la forêt, des plantations d'un esprit qui imite un jardin. Par ailleurs, ces plantations humaines ont un statut singulier. En effet, les hachoirs voient les plantes cultivées comme des personnes. Ils sont dotés d'une intériorité à qui l'on peut s'adresser par l'intermédiaire d'incantations qui sont chantées mentalement, et des personnes avec lesquelles on peut communiquer en rêve. Ce sont des personnes qui vivent en famille, qui coopèrent, mais qui quelquefois s'opposent dans certaines circonstances, de sorte que le jardin constitue une sorte de micro-société végétale au sens littéral du terme. Or, ces plantes sont sous la juridiction d'un esprit qui s'appelle Nungui, un esprit féminin, qui a des rapports soit de germanité, soit de connubialité avec Schackheim. Et dans un mythe qui est vraiment un mythe, il faut se méfier des mythes, c'est pas des chartes sociales, hein, mais ce mythe-là, il est connu dans toute l'ère des Jivaro, il est connu par tout le monde, depuis les petits-enfants jusqu'aux gens les plus âgés. C'est un mythe qui rapporte l'origine des plantes cultivées. Et cet esprit féminin qui s'appelle Nungui, qui est présent en principe dans chaque jardin, donc les femmes en tout cas s'attachent à s'assurer la présence dans chaque jardin, cet esprit, après avoir créé une première fois les plantes cultivées, les a fait disparaître. Donc il y a dans la mythologie cet événement dramatique qui est tout d'un coup la disparition des plantes cultivées parce que les humains, les hachoirs, ont offensé cet esprit du jardin Nungui. Or, l'expérience du jardin à l'abandon, je l'ai dit tout à l'heure, donne un fondement empirique à cette disparition. Un fondement empirique qui va renforcer d'une certaine façon les enseignements du mythe,
parce que, évidemment, je l'ai dit aussi, les principales plantes cultivées vont disparaître très vite dans les friches, concurrencées par la végétation de recrue et par les espèces sylvestres transplantées. Autrement dit, la disparition des plantes cultivées par les humains et leur remplacement par les plantes cultivées par Schackheim, un autre esprit, et pour les Hachoirs, de l'ordre de l'expérience commune, qui vient confirmer la possibilité de cette catastrophe inaugurale qui est relatée dans le mythe de Nungui. Alors, quelles sont les conséquences de cette genèse mythique du point de vue du jardin comme paysage? Notons d'abord qu'il s'agit bien d'un paysage, puisque le jardin figure en miniature une forêt analogue, dans ses principes en tout cas, à celle qui l'entoure. Il est donc bien une transfiguration in situ. Le jardin est une transfiguration de la forêt qui l'entoure. Ce n'est pas une transfiguration d'un morceau de pays, comme souvent c'est le cas d'un paysage, c'est la transfiguration d'un type d'écosystème, la forêt. Mais c'est un paysage un peu particulier, puisque les composantes de cette forêt miniature qu'est le jardin, c'est-à-dire les plantes dont l'esprit Nungui a conféré l'usage aux humains, sont sous la menace constante de redevenir sylvestres. Autrement dit, le paysage est ici constamment exposé à disparaître, c'est-à-dire à redevenir le référent dont il est le signe iconique. Il est toujours le paysage, sous forme du jardin, en passe de perdre, avec sa fonction de signe, son caractère de paysage, en se fondant avec ce qu'il est censé figurer. Donc, loin de se réduire à une opposition entre nature et culture, le rapport du jardin à la forêt se donne à voir comme une relation sans cesse menacée de confusion entre une représentation et ce qu'elle représente. C'est une relation de transfiguration in situ, sans doute, mais qui est toujours réversible. Donc on peut parler d'un paysage métamorphique, d'une certaine façon, fondé sur la métamorphose. Le jardin, espace cultivé par les humains grâce aux plantes de l'esprit Nungui, est une image de la forêt, espace cultivé par l'esprit Schackheim, qui voit lui-même le jardin des humains comme une forêt empiétant sur ses propres plantations. Autrement dit, la métamorphose devient ici un jeu de perspective. Le jardin qui redevient forêt aux yeux des Hachoirs est une forêt qui redevient jardin aux yeux des esprits. Donc le jardin Hachoir, il est bien une transfiguration, en l'occurrence de la forêt. Et le rapport entre le jardin et la forêt, ou entre les plantes cultivées et les plantes sylvestres, ne s'exprime évidemment pas ici sous la forme d'une opposition entre nature et culture, mais sous les espèces d'un mouvement de coulisses permanent entre macrocosme et microcosme, entre types de milieux, entre catégories ontologiques. Est-ce qu'on peut parler ici de paysage alors? Si l'on est d'accord avec moi que ce terme dénote notamment la transfiguration d'un site aménagé de telle façon qu'il constitue un signe iconique d'une réalité distincte de sa fonction ostensible, alors il ne fait guère de doute, pour moi en tout cas, que le jardin hachoir est un paysage. Mais c'est un paysage ambigu, comme le sont souvent les paysages. C'est un paysage ambigu puisque la plantation d'un esprit imitant un jardin, la forêt, est remplacée par des plantations humaines imitant la forêt,
Mais ces plantations humaines sont elles-mêmes sous la menace constante d'une disparition si les cultivatrices déplaisent à l'esprit du jardin, disparition qui finira de toute façon par se produire lorsque le jardin sera abandonné et que la distinction entre l'image qu'il constitue et ce qu'elle représente aura disparu. Donc le jardin aura alors perdu sa fonction de paysage, puisqu'il sera redevenu une forêt, bien sûr une plantation, mais une plantation d'un autre type, c'est-à-dire un signe produit par les esprits et pas par les humains. À vrai dire, ce genre de transfiguration, il est commun dans les jardins d'agrément. On peut faire un parallèle entre les jardins de polyculture tropicaux et les jardins d'agrément comme paysage, mais ce que des exemples amazoniens, comme celui que je viens de vous décrire, et j'aurais pu développer à propos d'autres populations en Amazonie des phénomènes de transfiguration de type analogue, ou en Mélanésie aussi, on a des exemples extrêmement parlants de ce genre de transfiguration. Ce que ce genre d'exemple peut mettre en évidence, c'est que la transfiguration qui est connue dans les jardins d'agrément, donc la transformation d'un jardin d'agrément en paysage, ou plus exactement la fonction de paysagère d'un jardin d'agrément, ce processus, il est aussi à l'œuvre de façon tout à fait explicite dans les jardins de subsistance de sociétés qui sont ordinairement regardées comme dépourvues de sensibilité paysagère. Donc il faut aller regarder le paysage des autres, pas où on a l'habitude d'aller le chercher, dans des tableaux, par exemple, mais dans des phénomènes de transfiguration de ce type.